8h30 à Patis, sans Jean-Michel Apathy ce matin, mais avec Yael Gauze. Bonjour à vous Yael. Bonjour Fabienne. Guy Virenbaum est là et Gilles Bornstein également. Et notre invité ce matin est commissaire européen en charge des affaires économiques, ancien ministre de l'économie. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Vous publiez « S'il est minuit en Europe chez Grasset et à Alep en Syrie ». C'est déjà minuit, Alep sous les bombes, les civils en fuite. Ne pas les laisser mourir sans réagir, c'est le but du voyage express que tentent plusieurs députés de droite et de gauche, Patrick Mennucci, Hervé Mariton et Cécile Duflot, qui a prévu de se rendre sur place aujourd'hui. On l'écoute. Mais nous sommes conscients que notre mission représente une goutte d'eau dans l'océan, mais dans un océan dramatique, et nous ne pouvions nous résoudre à l'impuissance. Ce qui se passe à Alep défie l'entendement, défie nos valeurs, tout simplement. Des députés français à Alep, aujourd'hui, vous approuvez cette initiative, Pierre Moscovici ? Oui, parce que je pense qu'en effet, peu importe que ce soit une goutte d'eau, il faut donner un signal. Il y a un devoir d'indignation parce que ce qui se passe à Alep-Est, où les bombardements se sont encore intensifiés depuis l'attaque des Russes et enfin des Syriens soutenus par les Russes. Pardonnez-moi du lapsus, enfin, il veut dire aussi quelque chose. Et ce qui est touché, ce sont des hôpitaux, ce sont des écoles, ce sont les populations civiles. Et on doit absolument pouvoir venir en aide aux blessés, protéger ceux qui veulent quitter la ville. Et l'aide humanitaire doit pouvoir parvenir. Mais le fait que ce soit trois députés individuellement, est-ce que ça ne signifie pas que l'Europe, elle, ne sert pas à grand-chose dans cette affaire ? Alors, je suis tout à fait en sympathie avec ce que font ces trois députés, mais il faut aussi remettre les choses à leur place. L'Union européenne est la première contributrice en termes d'aide humanitaire. En Syrie, en général, c'est 9 milliards d'euros tout de même. L'Union européenne contribue à la solution politique. Madame Mogherini, ma collègue en charge des affaires étrangères, participait hier à une... Pardon, mais à Alep, ça marche pas. Mais je ne dis pas ça, je dis simplement que dire que l'Union européenne est absente n'est pas exact. Je pense qu'il y a un problème pour la communauté internationale tout entière. Je pense qu'il y a là, encore une fois, un devoir d'indignation absolu. On entend les grandes puissances, on n'entend pas Bruxelles sur le dossier Alep. Mais arrêtez avec ça. Bien sûr qu'on entend Bruxelles. Et je le répète, nous sommes, l'Union européenne, les premiers contributeurs en matière d'aide humanitaire. C'est de l'argent, c'est de l'aide humanitaire, ça ne suffit pas. Ce n'est pas l'Union européenne. Nous sommes dans un continent qui est formé de ces nations, et pour ce qui est de la politique étrangère, nous avons une responsabilité. Encore une fois, nous sommes en charge de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, Mme Mogherini va présider un conseil des ministres des Affaires étrangères qui va être consacré en grande partie à la situation en Syrie. Nous avons une position qui est que le régime actuel ne peut pas faire partie de la solution et qu'il faudra un dialogue intra-syrien pour parvenir à dégager une solution politique. Mais c'est l'ensemble de la communauté internationale. Nous y sommes. C'est pas les uns ou les autres. Ce n'est ni M. Mennucci, ni Mme Duflot, ni M. Mariton, ni l'Union européenne seule qui va y parvenir. C'est tout le monde à la fois. Mais il y a des symboles. En 1992, François Mitterrand, vous vous souvenez, était allé faire une visite éclair dans Sarajevo assiégé. Ça avait marqué les esprits. Est-ce que François Hollande pourrait, lui aussi, devrait imiter ce genre de démarche symbolique ? Je ne suis pas le chef de la diplomatie française. Je sais que le président de la République surveille cette situation. Je sais qu'il est actif. Je sais qu'il a des positions politiques. Je sais que la France est présente. Mais encore une fois, nous sommes là face à un drame. Ne faisons pas une utilisation politique de tout ça. Il est indispensable que toute la communauté internationale mobilise l'ensemble de ses ressources, que ce soit des ressources politiques, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources, encore une fois, de mobilisation, d'indignation face à des violations des droits humains qui sont indescriptibles, insupportables. Donc n'essayons pas là-dessus de faire des clivages. Rassemblons-nous. On reste sur les affaires étrangères. C'est l'affaire qui secoue l'Amérique depuis vendredi. Le Washington Post publie une note confidentielle de la CIA selon laquelle la Russie aurait aidé Donald Trump à gagner l'élection américaine. Accusation grave. En clair, les services secrets US accusent la Russie d'avoir piraté des adresses mail dans le camp démocrate. Barack Obama demande un rapport et Donald Trump nie toute ingérence russe. On l'écoute. Je pense que c'est ridicule. C'est un nouveau prétexte. Je n'y crois pas. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Toutes les semaines, ils inventent des histoires. Notre victoire a été massive, sans appel. L'ingérence russe dans les affaires américaines ou européennes, la menace russe, est-ce que c'est une question que vous abordez, vous, à Bruxelles, au sein de la Commission européenne ? Il y a plusieurs choses qui me frappent dans cette affaire. Il y a d'abord le fait que c'est la CIA, c'est pas un journal qui accuse ou
démonte une attaque russe qui aurait permis de livrer des mails, vous savez, c'est la fameuse affaire des mails, qui aurait entravé la campagne d'Hillary Clinton, qui a quand même gagné de plus de 2% cette élection en termes de vote populaire, rappelons-le quand même au passage. C'est pas le système américain. Je ne dis pas le contraire, mais je le sais bien. Je dis simplement que les choses se sont jouées avec... Elle a 2,5 millions de voix d'avance, elle a 100 000 voix de retard dans les 3 swing states, et donc cette affaire a pesé. Et la dernière semaine de campagne a tout de même été complètement oblitérée par ce sujet. Bon, donc ça, première chose, c'est la CIA. Deuxième chose, ce qui est frappant, c'est que vous avez le futur président des États-Unis qui vient s'asseoir sur un rapport officiel. Et donc, il y a aussi un rapport, une relation entre Donald Trump et les institutions américaines qui s'annonce un peu problématique. La question, c'est la Russie qui s'ingère dans les affaires américaines. La troisième chose, il y a l'ingérence éventuelle, parce qu'encore une fois, il faut la confirmer, de la Russie dans les affaires américaines, ce qui d'ailleurs veut dire qu'il y a un homme, Vladimir Poutine, qui a une stratégie extrêmement agressive sur le plan politique à l'échelle de la planète, et qu'il ne faut faire preuve d'aucune naïveté à son égard. Je dis bien d'aucune naïveté. Pas de paranoïa, pas non plus d'hostilité systématique, c'est un grand pays, mais aucune forme de naïveté. Gilles Bernstein. Vous aviez dit avant l'élection que si Trump gagnait, à l'époque vous n'y croyez pas, ça serait compliqué de travailler avec lui. Depuis, il a gagné. D'après ce que vous venez de dire, il s'assoit sur un rapport officiel. D'après les premières nominations auxquelles vous avez assisté, est-ce que vous confirmez que le travail avec Donald Trump, ça ne va pas être facile ? C'est extrêmement difficile à lire pour le moment, parce qu'il y a à la fois des nominations qui sont, j'allais dire, plus normal. Il y a le fait que les membres centraux de son équipe de campagne, que ce soit Giuliani, que ce soit le gouverneur Christie, que ce soit Newt Gingrich, l'ancien président du Congrès, ne sont pas parmi les membres de son conseil. Mais il y a aussi un nombre incroyable de militaires qui sont nommés. Il y a une tonalité extrêmement martiale. Il y a le fait qu'il n'y a que des milliardaires. Et il y a une logique politique qui n'est pas extrêmement claire. Ce qui me paraît certain, en tout cas, c'est qu'on aura affaire à une Amérique qui sera plus nationaliste, sans doute plus protectionniste. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'Europe comptera pour elle. Ça veut dire aussi que nous devons être capables de mieux organiser notre propre défense, parce que nous ne savons pas à quel point l'OTAN sera une priorité pour cette nouvelle administration. Bref, plus compliqué, sans aucun doute. Et cette discussion reprend dans 90 secondes exactement. Il est 8h40 et voici Victor Mattei. La Chine se dit ce matin gravement préoccupée par les déclarations de Donald Trump. Le futur président américain envisage en effet d'entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan. Depuis 40 ans, les États-Unis ont pris l'engagement de ne pas s'entretenir avec Taïwan en raison des très vives tensions avec Pékin. En Turquie, plus de 100 membres du principal parti pro-kurde ont été arrêtés après l'attentat de samedi soir à Istanbul. 38 morts, dont 30 policiers, dans une double explosion près d'un stade de foot. Attaque revendiquée par un groupe radical kurde. En France, un candidat de plus pour la primaire de la gauche. Vincent Peillon se lance officiellement dans la bataille. L'ancien ministre de l'Éducation, actuel eurodéputé, dit avoir pris sa décision le soir du renoncement de François Hollande. La primaire a lieu les 22 et 29 janvier. Vincent Peillon veut être le candidat de l'éthique politique. Christine Lagarde, elle, a-t-elle manqué à ses devoirs et fait preuve de légèreté ? La directrice du FMI passe devant la Cour de justice de la République à partir d'aujourd'hui. Elle est soupçonnée de négligence dans l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais en 2007. Elle était à l'époque ministre de l'économie. Christine Lagarde risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les mesures anti-pollution reconduites à Grenoble pour la 3e journée d'affilée. En clair, les voitures vieilles de plus de 20 ans n'ont pas le droit de rouler. La vitesse est réduite. La préfecture parle toujours d'une situation préoccupante. France Info. Et c'est Pierre Moscovici, l'invité de l'émission politique ce matin sur France Info. Question, Gilles Bernstein. Oui, hier soir, Vincent Peillon annonçait sa candidature à la primaire des gauches face à Laurent Delahousse. Enfin, il l'annonçait à Laurent Delahousse aux 20h de France 2. On l'écoute. Moi, je veux être le candidat du rassemblement. D'abord, le rassemblement dans le cadre pour gagner. Parce qu'on voit que derrière un vernis social, eh bien, l'extrême droite la plus dure, celle qui a déshonoré notre pays, est toujours là. Il y a en même temps la droite de M. Fillon. Cette droite qui est en train d'affirmer des choses d'une dureté incroyable. Donc la gauche doit gagner. Question d'une simplicité limpide, biblique. Est-ce que vous soutenez Vincent Peillon ? Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Ah bah si.
Vous êtes toujours socialiste ? Vous me permettrez quand même de dire qu'avant d'être socialiste, je suis commissaire européen. C'est quand ça vous arrange, en fait. Non, c'est pas quand ça m'arrange. Non, je me suis jamais immiscé dans les affaires politiques nationales. J'ai mon sentiment, je soutiendrai le candidat du Parti socialiste naturellement à l'élection présidentielle. Je peux avoir des sympathies. Vous avez des liens très forts avec Vincent Payon. J'en ai beaucoup pour Vincent Payon, qui est incontestablement quelqu'un dont je me sens proche et pour qui j'ai de l'amitié. Mais prendre position dans une primaire, j'estime que ce n'est pas mon rôle et je ne le ferai pas. C'est un social-démocrate comme vous ? C'est un social-démocrate comme moi, c'est un Européen comme moi, mais je pense qu'il faut aborder cette campagne avec un esprit de rassemblement et d'ouverture. De la même façon que Manuel Valls, qui a été Premier ministre, est aussi un homme qui a de grandes qualités. Donc arrêtons mais cela. C'est pas votre ami et vous êtes moins proche, là vous dites pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous êtes aussi proche de Manuel Valls que de Vincent Payon ? Je trouve que vraiment maintenant, pardonnez-moi, on est dans la lecture des affects. Alors je vais vous dire les choses vraiment de la manière la plus claire. Je n'ai pas suscité cette candidature. Il faut arrêter de penser comme s'il y avait des gens qui sont des marionnettes et d'autres qui sont des marionnettistes. Vous démentez des informations du Canard enchaîné selon lesquelles vous avez dîné avec Marisol Touraine, pris cette décision avec Martine Aubry. Absolument et radicalement fausses. On parle là de rencontres qui n'ont pas eu lieu, de propos qui n'ont pas été tenus. Et donc, à un moment donné, vous avez un candidat à une primaire, traitez-le comme un majeur qui avance son projet. Si on n'a pas envie de faire cela, on n'y va pas. Ce qui est vrai, c'est que Valls candidat, ça peut poser un problème. Si on ne se sent pas la capacité, on n'y va pas. Et Valls candidat ne me pose évidemment aucun problème. Quand vous avez le Premier ministre sortant qui se présente à une primaire, il faut aussi considérer cette candidature. Après, il faut juger les uns comme les autres à leur capacité à incarner, leur capacité à rassembler, les propositions qu'ils font. Et pour le coup, il y a une chose qui m'importe moi, que ce soit par rapport aux socialistes ou que ce soit par rapport à l'ensemble de la classe politique française, comme on dit, même si je n'ai pas l'expression, c'est quel est le contenu européen des campagnes. Et de ce point de vue-là, moi, je voterai à la primaire pour celui qui sera le plus constructif sur le plan européen. Constructif, ça ne veut pas dire BA, ça veut dire lucide aussi, mais quelqu'un qui assume que la place de la France est au premier rang en Europe et que sans l'Europe, la France est plus faible. Voilà ce que je ferai. Et je ne ferai que ça. Mais vraiment ça. Alors, hors de la primaire de la Belle Alliance Populaire, il y a notamment un candidat qui a organisé un rassemblement spectaculaire samedi, porte de Versailles, il y avait plus de 10 000 personnes. C'est Emmanuel Macron. Ça ressemblait un petit peu à un télévangéliste américain. On l'écoute. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Qu'est-ce que ça vous inspire sur la forme ? Pas grand-chose. Je pense simplement que quand on est devant un micro, il faut arriver à poser sa voix. Alors sur la forme, casser la voix. Sur la forme, Pierre Moscovici, très bonne référence. Excellent. Il y a ni Patrick Bruel, ni Johnny Hallyday. Je pense que la politique doit être une affaire de substance. Et pour le coup, Emmanuel Macron est un homme qui est plutôt d'ordinaire dans un registre pédagogique. Là, on voit que les meetings l'exaltent. Là, c'est la fin du meeting. Il s'est passé quand même beaucoup de choses avant. Il y a eu 1h40, bien sûr, et nous aussi, il y a eu 1h45 de meeting. Est-ce qu'il n'est pas quand même en train de se passer quelque chose quand un jeune type de 38 ans, hors primaire, fait 1h45 de meeting devant 10 000 personnes ? Incontestablement, Emmanuel Macron incarne une proposition politique, une offre politique à laquelle il faut être attentif. Et Pierre vous évoquiez tout à l'heure Vincent Payon. Et ce qu'il a dit à propos du rassemblement, c'est que le rassemblement de la gauche ne doit pas être un rassemblement exclusivement des socialistes, c'est que c'est un rassemblement qui doit être celui de toute la gauche. Et de ce point de vue-là, en effet, il ne faut pas faire d'exclusif, et surtout pas d'exclusif par rapport à ce qui se passe là. Et sur le fond, parlons du fond, Pierre Moscovici. Dans ce discours, il a été très européen, il a fait applaudir l'Europe debout. Personne ne parle plus d'Europe. Nous, mes amis, nous aimons l'Europe. Nous voulons l'Europe. Vous voyez, vous avez un candidat, vous l'avez, votre candidat pro-européen. Si l'Europe était mon candidat, pourquoi pas. Mais je pense que pour être président de la République, il faut aussi traiter une palette de sujets et être capable d'incarner le leadership pour le pays. Trop jeune, trop frais, pas encore au niveau, c'est ça l'idée ? Pour le reste, je donne à Emmanuel Macron tout à fait raison sur ce sujet-là. Je souhaite vraiment que la présidentielle de 2017 permette aux candidats de dire de la manière la plus claire ce qu'ils veulent
pour la France en Europe, ce qu'ils veulent pour l'Europe et pour la France. Et je pense que ça doit être un référendum sur l'Europe, cette élection présidentielle. Et de ce point de vue-là, ceux qui votent oui ont ma sympathie. Sur le programme d'Emmanuel Macron, il a précisé des points durant son meeting, plusieurs points. La transformation du CICE, par exemple, en allègement de charges durables. Ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous ? Je ne sais pas à me prononcer là-dessus. Je veux dire simplement que le CICE est une mesure qui a été décidée par le président de la République actuelle, François Hollande. Emmanuel Macron était son conseiller. J'étais ministre de l'économie et des finances à l'époque. Et donc, ça traduit, disons, ce qu'on appelle un choix pour la compétitivité ou pour la politique de l'offre, que je crois nécessaire. Parce que quand vous avez un appareil productif qui est dégradé, quand vous avez des entreprises qui ne sont pas assez compétitives, alors elles ne peuvent pas créer d'emplois, elles ne peuvent pas investir. Après, faut-il le transformer ? C'était pas non plus un outil qui avait destination à rester pérenne pour l'éternité. Donc pourquoi pas ? Europe, politique de l'offre, compétitivité, ça fait quand même beaucoup de points communs avec lui, non ? Il y en a aussi qui sont différents, mais c'est autre chose. D'accord. Et par ailleurs, vous pouvez être encore une fois tout à fait en sympathie avec telle ou telle personne. En République, en général, on a un socle commun, et tant mieux. Et si vous m'interrogez sur des candidats de droite, je vous surprendrai, il m'arriverait d'être d'accord aussi. Après, je le répète, la présidence de la République, c'est une affaire extrêmement compliquée. C'est une rencontre entre le pays et un homme. 2017. C'est aussi une capacité à incarner, à porter le pays et avoir une capacité à le rassurer. 2017, c'est si tout tout ça est proche. rempli. 2017, c'est tout proche. 2022, c'est loin. Mais est-ce que vous disiez il y a un an, ça se jouera entre Manuel Valls, Anne Hidalgo et moi, la candidature Je n'ai jamais dit ça non plus. C'est faux. C'est faux. C'est faux également. Donc oui. vous ne pensez pas à 2022, vous ne pensez pas à un avenir présidentiel ? En me rasant le matin, non. D'ailleurs, vous n'êtes pas rasé. D'ailleurs, je ne suis pas rasé. Il y a une seule chose que je sais, c'est qu'après 2017, je serai toujours à la Commission européenne, que je serai toujours un responsable politique européen, que je serai un responsable politique français, que je serai toujours un social-démocrate, et qu'en 2019, je me poserai la question de ce que je ferai après, mais pas avant. Donc c'est pas fermé. Alors, rien n'est fermé. Que voudriez-vous ? Que je vous dise qu'après 2019, je vais prendre ma retraite ? Ce sera un peu tôt. Il y en a qui la prennent, ça arrive. Mais ça peut tout à fait arriver. Et encore une fois, je vous dis, moi, je ne fais aucun plan sur cette comète-là. J'ai encore beaucoup de choses à faire jusqu'en 2019. Et après, je verrai comment l'expérience que j'aurai acquise pendant plus de 25 ans, comme député européen, comme ministre, comme commissaire européen, pourrait être utile à mon pays et à l'Europe. Si c'est dans la politique, je n'exclus pas d'y revenir. Si c'est autre chose, ce sera bien aussi. En un mot, le procès de Christine Lagarde s'ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je n'ai pas à me prononcer sur le contenu du dossier lui-même. Simplement, ce que je veux dire, c'est que j'ai pour Christine Lagarde beaucoup d'estime et de l'amitié. C'est une personne qui est quelqu'un de bien. Il est 8h50 sur France Info. On se retrouve avec Pierre Moscovici dans 90 secondes. Voici Victor Mattei. La formation des imams, c'est l'un des enjeux de la 3e réunion sur l'islam de France, organisée aujourd'hui place Beauvau. C'est aussi le premier grand rendez-vous du tout nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve sera également présent. Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,9 sur l'échelle de Richter, ressenti hier soir en Bretagne, à Brest, également à Landerneau. L'épicentre a été localisé à Plabennec, dans le Finistère. Ce mini-séisme n'a fait a priori aucun dégât. Antoine Deltour, ce matin sur France Info, l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks ne s'attend pas à être condamné. Cet ancien employé d'un cabinet d'audit est jugé en appel à partir d'aujourd'hui au Luxembourg. Avec un autre salarié, ils avaient en 2014 révélé des accords fiscaux entre le Luxembourg et des centaines de multinationales, parmi elles Apple, Amazon ou encore Ikea. En Syrie, l'armée vient de s'emparer d'un grand quartier d'Alep-Est. Résultat, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elle contrôle désormais 90% de la ville. Sur le plan humanitaire, des milliers de civils fuient toujours les combats et les bombardements. Réunis à Genève, Russes et Américains n'ont trouvé aucun accord. En football, Nice reprend la tête de la Ligue 1 avec un point d'avance sur Monaco. Un match nul de partout chez le Paris Saint-Germain, de quoi nourrir quelques regrets. Les Niçois menaient en effet 2-0. France Info. Pierre Moscovici est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question, Gilles Bernstein. Ouais, je sais que vous avez une passion dans la vie, c'est le football. Alors, ce soir, le Ballon d'Or est attribué. On parle de Cristiano Ronaldo comme favori impliqué dans l'affaire des Football Leagues. Est-ce que d'un point de vue moral, ça vous choquerait qu'il reçoive cette distinction très importante dans le monde du foot ? Sur le plan sportif, incontestablement, le Portugal a fait un Euro extraordinaire. C'est bien, vous savez qu'il est portugais, bravo. J'ai suivi cette finale, et puis il se trouve que j'ai un amour particulier pour ce pays, donc je pense qu'il mérite par ailleurs d'être totalement soutenu dans sa sortie de crise, ce que je m'efforce de faire dans les fonctions qui sont les miennes. Et sur un plan moral maintenant ?
je ne peux pas dire si les torts qui sont attribués à Ronaldo dans cette affaire sont réels ou pas. Donc, comme tout le monde, il a droit à la présomption de son innocence. Mais s'il s'avérait que cela soit effectif, alors à ce moment-là, je trouverais ça choquant, en effet, parce que je pense que l'exemplarité doit s'appliquer à toutes les personnes qui incarnent quelque chose pour la jeunesse, que ce soit un responsable politique, que ce soit un footballeur. Et il y a un problème dans l'économie du football, cher Gilles Bonstein, un gros problème, c'est que vous avez là des jeunes. Ronaldo n'est pas tout à fait jeune, puisque c'est comme un footballeur plutôt en fin de carrière, mais vous avez des jeunes qui confient leurs intérêts à des conseillers financiers, à des conseillers légaux qui leur font faire des choses qui sont inacceptables. Et c'est eux qui signent à la fin, donc c'est eux qui sont responsables. Oui, bien sûr, mais alors, d'une part, il y a la cupidité qui peut atteindre chacun, y compris ces jeunes qui ont une carrière courte, mais il y a aussi l'exploitation de leur naïveté à l'occasion. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème de l'économie du football que nous devons traiter, de la même façon que je combats au niveau de la commission. Oui, je combats l'évasion fiscale, je combats la fraude fiscale. J'étais devant une commission du Parlement européen qui s'appelle la commission PANA, après les Panama Papers, et j'ai dit que c'est un sujet sur lequel nous allons nous pencher. Le rôle de ces intermédiaires, de ces conseillers fiscaux, de ces conseillers légaux, de ces conseillers financiers doit être vraiment mis à jour. Et il doit être dénoncé quand il conduit à induire de la fraude fiscale. Et je ne veux pas, en effet, exonérer ces footballeurs. Je dis simplement que leur jeunesse, parfois, liée à une forme de cupidité, aboutit à des dérives qui ne sont pas acceptables. Et dans cette mesure-là, en effet, le vote sportif du Ballon d'Or, je sais comment ça se passe, je ne voudrais pas qu'il soit terni par cette affaire. Alors, autre question concernant la fiscalité, McDonald's a décidé de faire de l'Angleterre sa base fiscale, profitant de taux d'imposition faibles. Est-ce qu'on se dirige vers avec le Brexit, vers une sorte de paradis fiscal britannique en Europe, une sorte de Singapour sur Tamise ? J'observe que c'est quelque chose qui se passe avant le Brexit. J'observe qu'on ne sait pas ce que fera la Grande-Bretagne après le Brexit. McDonald's, c'est assez récent comme décision. Absolument, mais je ne veux pas faire là de rapprochement excessif entre les deux. Moi, je ne souhaite pas que la Grande-Bretagne, demain, que le Royaume-Uni soit un paradis fiscal à nos portes. Et je souhaite que, justement, dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, le Royaume-Uni, je le disais il y a 2 semaines à Phil Hammond, le ministre des Finances britannique, continue d'être coopératif. Parce que, encore une fois, la fraude, l'évasion fiscale sont des mots... Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Alors, il y a 2 choses. Theresa May a dit qu'elle voulait mettre l'impôt sur les sociétés à 13%. Tout pays de l'Union européenne a le droit de choisir ses taux d'imposition. On peut le regretter, mais c'est ainsi. L'Irlande a un taux d'imposition à 12,5%. Quand la Commission européenne a demandé qu'il y ait un remboursement d'un trop peu perçu au Trésor pour Apple de 13 milliards d'euros, c'est parce que le taux d'imposition était à 0,05%. C'est inacceptable. Et donc nous devons avoir des taux d'impôt qui soient des taux d'impôt effectifs. Payer 0%, ce n'est pas possible, mais nous ne pouvons pas imposer les taux d'imposition aux différents pays. Mais la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, elle se déroule dans le cadre du G20, du G7. Ce sont 2 clubs de pays très développés dans lesquels la Grande-Bretagne, avec ou sans l'Union européenne, sera membre. Et je suis persuadé que la Grande-Bretagne continuera à jouer là un rôle positif. Après, on ne peut pas interdire, on parlait du football, de la compétition, on ne peut pas interdire la compétition fiscale. Encore faut-il qu'elle soit loyale. Et c'est ça qui est important. L'Italie a un nouveau Premier ministre, Paolo Gentiloni, qui était jusque-là aux affaires étrangères. Ça vous rassure, vous le connaissez bien Oui, je le connais, et je pense en effet que ça illustre le fait que voilà un pays qui a à la fois un très grand turnover de ses premiers ministres, de ses gouvernements depuis la guerre, mais qui en même temps a une extraordinaire stabilité politique. C'est-à-dire quand vous avez une crise politique, elle se résout vite, elle se résout... On n'est pas la crise bancaire, on est très loin de sortir de la crise bancaire. J'insiste sur la politique parce que c'est important. Il y a une stabilité politique, c'est paradoxal, très importante dans ce pays, l'Italie. Et là, vous avez une continuité par rapport à 60e gouvernement à peu près depuis la libération, c'est pas d'une stabilité exemplaire. C'est vraiment le changement dans la continuité permanente. La troisième banque du pays qui peut faire faillite. Après, pour ce qui est des banques, donc il y a une continuité politique et il y aura notamment une continuité politique au niveau du ministère des Finances. Et celui qui va continuer à travailler, Monsieur Pierre Padoan, est un homme extrêmement sérieux et crédible et il a la confiance des institutions européennes. Deuxième chose, sur les banques. Vous avez un système bancaire dans lequel la plupart des institutions bancaires sont saines. Et vous avez aussi d'autres banques qui sont prêtes à faire des efforts et la Commission européenne se tient à leur côté. Et le vice-président chargé des services financiers, Valdis Dombrovskis, et moi-même, nous suivons très attentivement cette situation. Donc je vous le dis ici, il n'y a pas et il n'y aura pas de crise bancaire italienne. Et il n'y aura pas de crise financière européenne à partir de l'Italie. Là-dessus, je suis tout à fait formel. Nous avons vraiment toutes les capacités
pour traiter cette situation et il y sera fait face à la fois à l'intérieur, en Italie et en Europe. Pierre Moscovici, une dernière question. Il nous reste un peu moins d'une minute désormais. Est-ce que c'est la fin du dogme des 3% ? On entend que l'OCDE a l'air de lâcher du lest. La Commission aussi a l'air de lâcher du lest en disant que finalement les politiques d'austérité n'étaient pas forcément une bonne idée. Est-ce que le dogme est fini ? Je suis résolument hostile aux politiques d'austérité dans la période où nous sommes, c'est-à-dire d'une reprise qui est trop lente. Mais je souhaite... Vous l'avez dit à Merkel ? Je l'ai dit publiquement et partout. Je souhaite que les pays qui ont besoin de continuer à faire des efforts continuent à les faire, parce qu'il ne faut pas relâcher la pression. En revanche, il y a des pays dans l'Union européenne, je citerai l'Allemagne, ou les Pays-Bas, qui ont, eux, une marge de manœuvre considérable. Et je souhaite que cette marge de manœuvre soit utilisée pour aider à la croissance et à l'investissement, notamment dans les infrastructures. Je souhaite, bref, que la contribution budgétaire de l'ensemble de la zone euro devienne positive, que ça contribue à la croissance comme le FMI, comme l'OCDE. Mais ça ne signifie pas qu'on relâche la règle des 3% pour les pays qui sont encore tangents. N'oubliez pas que le niveau moyen des déficits dans l'Union européenne est à 1,5%. En France, il est à 2,9%. Il faut continuer dans cette voie. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. On se dit à demain. Au revoir. Merci.